Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Des salariés qui souhaitent que leur entreprise soit placée en redressement judiciaire, c'est une situation plutôt rare et c'est ce qui est arrivé à l'entreprise Irgbios située à Quimper. On vous en dit plus dans un instant. La mobilisation contre l'équitaxe a payé la hausse de la TVA dont les centres équestres ne sera pas appliquée en l'état. Plus d'explications dans ce journal. Et puis la fibre optique opérationnelle en Bretagne, Rennes, Lorient et Brest devraient être raccordées d'ici la fin de l'année. Merci à tous de nous suivre, vous êtes dans le journal du mardi 18 février 2014. Et on démarre cette édition avec cette décision du tribunal de commerce de Quimper. La filiale Irgbios du groupe Alcofarm vient d'être placée en redressement judiciaire. Un administrateur a été nommé. Ce sont les salariés qui sont à l'origine de cette demande suite à un arrêt de l'activité sur le site quimpérois et à des retards dans le versement des salaires. On écoute les réactions d'un salarié et du responsable syndical au micro de Guy Abalin. On a sollicité le tribunal de commerce pour rendre un avis, puis pour faire une étude, et donner de la main à un administrateur judiciaire qui, lui, va pouvoir vraiment consulter les comptes, parce que nous, on ne nous les donne pas facilement, en tout cas, puis statuer si la société peut survivre à cette impasse, à ces problèmes économiques. Donc nous, on a pris notre destin en main. Bon, malheureusement, c'est certainement pour perdre notre emploi, mais on n'avait pas le choix. Ça donne l'espoir qu'on change de patron et qu'on ait un administrateur pour toutes les autres sociétés. Mais pour le moment, celle-là est concernée seule. On va se retrouver à un moment ou un autre, de toute façon, liquidé et payé par les AGS, c'est-à-dire nous-mêmes, les entreprises, les entrepreneurs, tout le monde paiera. Et simplement pour une brebis galeuse comme ça, c'est inadmissible. Il faut empêcher ça. Et c'est le but de la manœuvre d'aujourd'hui. Une cinquantaine de sages-femmes et d'étudiants en maïeutique à l'université de Brest se rendront ce mercredi à Paris pour une manifestation nationale. Un mouvement de protestation qui dure depuis le mois d'octobre. Le 20 décembre déjà, une cinquantaine de personnes avaient bloqué le pont de l'Iroise, comme vous le voyez sur ces images. Les sages-femmes souhaitent une revalorisation de leur statut. Frédéric Lorenzon les a rencontrés. En tant qu'étudiant sage-femme, on demande une revalorisation, une reconnaissance de nos années d'études. Actuellement, en tant que professionnel, on est reconnu comme étant Bac plus 3, alors qu'au diplôme d'état de sage-femme, on a un master, on est vraiment des Bac plus 5. Cette reconnaissance, du coup, elle nous amènerait à une meilleure reconnaissance de la part du grand public, de la part des professionnels, et puis de par la revalorisation de notre statut à l'hôpital, évidemment, une revalorisation de nos salaires. Une femme qui va bien sur le plan gynécologique comme obstétrical, qu'elle puisse aller voir en première intention une sage-femme. Pourquoi ? Parce qu'une sage-femme, ça coûte moins cher en termes de sécurité sociale. Les sages-femmes sont au chômage actuellement, donc on n'aurait plus de salles d'attente vides, contrairement aux salles d'attente qui sont remplies dans les cabinets de gynéco-obstétriciens et de gynéco-médicaux. Coup de sabot sur l'équitaxe. Un accord a été trouvé entre les professionnels du secteur et le gouvernement. L'augmentation de la TVA ne touchera que certaines activités équestres. Pour expliquer la situation, le groupement hippique national parcourt la France. Une réunion avait lieu ce lundi à Pontivy. Dans le Morbihan, le reportage de Céline Lestrade. Fin 2013, les poneys et autres étalons envahissent les rues de la capitale. En cause, l'équitaxe, une hausse de la TVA qui devait passer à 20% à partir du 1er janvier. Mais le gouvernement est revenu sur sa décision et a trouvé une solution qui devrait préserver la viabilité des entreprises. Alors il y a trois choses. La première chose, c'est que les contrats qui ont été signés en 2013 se poursuivront en 2014 sur le taux de 7%. La deuxième mesure, c'est que l'application de la TVA va changer complètement et on aura un taux plein sur ce qui est strictement l'acte d'enseignement ou d'hébergement des chevaux et un taux réduit pour ce qui est de la mise à disposition des installations sportives ou l'accueil notamment des scolaires, c'est-à-dire la vocation la plus sociale des centres équestres qui, elle, sera conservée à un taux réduit de 5,5. Un fonds de 20 millions d'euros dédié à l'équitation va accompagner les entreprises dans ce changement de TVA. Pour les professionnels, ces changements sont encore flous, mais c'est le soulagement qui prédomine. Je pense que tout le monde est satisfait des mesures qui ont été prises par le gouvernement et nous espérons qu'on va aller un peu plus loin d'ici quelques mois.
Mais c'est vrai que pour nous, c'est un gros soulagement pour toute la filière équestre, parce que c'est vrai que passer d'une TVA à 7% à 20%, c'était la catastrophe pour toute la filière. On a pris le choix du fait que tous les contrats conclus avant 31 décembre 2013 restent au même tarif, enfin au même taux de TVA. Donc nous, après, comme on a les inscriptions à l'année, ça nous a permis, si vous voulez, d'espacer sur l'année suivante, et on laisse les tarifs exactement les mêmes jusqu'en septembre 2014. La filière devrait survivre à ces changements de TVA. Les professionnels espèrent même une croissance de leur secteur, mais attendent toujours la modification de la directive européenne. Les artistes brestois sont en colère. Ils contestent les choix artistiques de la ville de Brest et déplorent une mauvaise gestion des locaux et des subventions. Alors à l'approche des municipales, ils interpellent les candidats avec une charte culturelle. Plus d'explications avec Frédéric Lorenzo. Au départ, c'est un refus pour la demande d'un local de répétition qui a déclenché la révolte. 80 artistes brestois ont décidé d'interpeller la ville de Brest. Ils demandent plus de transparence, des états généraux et la mise en place d'une charte et d'un médiateur. Certains projets qui auraient mérité un appui de la mairie, soit technique ou des fois un peu financier. Et on s'est rendu compte que c'était fermé pour nous, voilà. Donc une sensation un petit peu d'injustice, c'est que s'il y avait un médiateur comme un médiateur de la République, on pourrait se dire, moi je ne comprends pas pourquoi on ne m'aide pas sur mon projet est super. Donc il y aurait quelqu'un d'extérieur au service culturel, extérieur à la maison des artistes, qui dirait, oui effectivement, qui validerait ou invaliderait la décision prise par la mairie. À la mairie, on se dit surpris de la démarche. On rappelle qu'il y a eu des états généraux en 2009 et que l'attribution des subventions répond à des critères bien précis. Ma porte est toujours ouverte. Je reçois tous les jours des artistes ou des acteurs culturels. Le projet politique a été défini en début de mandat. Ma légitimité, je la tiens à la fois des électeurs et aussi d'une année de concertation. Les états généraux ont eu lieu en 2009. Durant toute l'année, avec près de 800 Brestois qui ont participé. Et c'est sur cette base-là que la politique culturelle est mise en œuvre. Nous choisissons toujours à partir des projets et du soutien à la création, à partir du moment où ça relève de l'intérêt général. Les artistes brestois interpellent les politiques. Ils ont envoyé leurs propositions à chaque candidat au municipal à Brest. La fibre optique est désormais une réalité dans les foyers bretons. Les premiers travaux pour installer le très haut débit vont démarrer. Jean-Yves Le Drian, président d'Imégalis, le syndicat chargé du développement numérique en Bretagne, mais aussi ministre de la Défense, était à Lannion ce lundi pour le lancement de cette technologie. David Cormier nous en dit plus. Dans la foulée de la 4G pour les téléphones mobiles, le très haut débit pour Internet arrive grâce à la fibre optique, une invention lagnonnaise comme souvent dans les télécoms. Le haut débit, ça va jusqu'à peu près 20 mégabits pour ceux qui ont le meilleur du haut débit. Certains n'en ont qu'un. Donc quelque part, c'est une autoroute à 2 voies. La fibre optique, elle démarre à 200 mégabits tout de suite et avec aucun affaiblissement. C'est-à-dire que vous soyez à côté du central téléphonique ou très loin, vous avez la même chose. Donc vous avez cette autoroute qui va donc passer à 20 voies. Donc vous voyez les potentialités. Les entreprises pourront échanger beaucoup plus de données, le grand public sera très concerné aussi. Quand avec la fibre, vous verrez par l'image vos clients, vos collaborateurs, vos managers, mais on pense que ça va redonner un nouveau souffle au télétravail. Un autre exemple, la dépendance, un grand chantier de notre pays. Les personnes âgées veulent rester chez elles le plus longtemps possible, même seules. Et bien là encore, on pourra permettre de les laisser dans leur domicile avec tout le confort et toute la sécurité. L'hospitalisation à domicile, on travaille beaucoup. Comment on peut diminuer le nombre de nuitées à l'hôpital, mais pouvoir garder ce lien médical avec des gens qui sont à domicile. Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, également président d'Imégalis, le syndicat mixte chargé de développer le numérique en Bretagne, est très ambitieux. La Bretagne, grâce à Lannion, mais aussi à Rennes, à Brest, à d'autres sites, un terreau technologique, un humus de compétences tel qu'elle doit jouer la première place dans l'univers du numérique de demain, la première place en Europe. La fibre optique va commencer son déploiement cette année dans les grandes villes, quelques villes moyennes, Lannion, Concarneau, Morlaix, comme à la campagne.
Et pour achever cette édition, ces images incroyables, le remorquage par une grue du bateau de Bernard Stamm ce mardi au port de l'Abervrac. Pour rappel, le 24 décembre, de retour de la Transat Jacques Vabre, cheminée Poujoula se brisait en deux, pris en pleine tempête et coulait. Bernard Stamm et son coéquipier Damien Guillou avaient été sauvés de justesse. Les restes du bateau devraient arriver à Brest dans la soirée. Des études seront réalisées pour tenter de comprendre comment cheminée Poujoula a pu ainsi se briser en deux. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale. Bonne soirée sur TBO.